Bien le bonjour Margot et bienvenue sur l'Enthousiaste. Ça fait trop plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien aussi, merci. La première question que je pose toujours, c'est est-ce que tu pourrais te présenter de la façon que tu souhaites, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, même celles qui te connaissent. Très bien, avec plaisir. Donc, je m'appelle Margot Morin-Diacabi, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 6 ans et 3 ans et je suis déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Si je devais me présenter de Ouais. façon succincte. Ce qui te fait déjà pas mal de casquettes, finalement. Quelques-unes. Quelques-unes, oui. Pour commencer, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de discuter de l'engagement. Parce que c'est vrai que l'engagement, c'est une thématique qui a traversé ton parcours depuis les études jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je ne me trompe pas, dans tes études, donc c'est un master en économie sociale et solidaire, transition Exactement. durable. Exactement. Et T'as bien fait tes devoirs, exactement. J'avais aucun doute. La première question quand on se lance que j'aime bien poser, c'est demander de définir une thématique qui traverse l'interview. Et donc je me demandais pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être engagé? Ouais, hein. Alors, je pense que déjà, Pour toi, dans ta façon de le vivre et de le faire, Pour moi, l'engagement, c'est c'est une recherche d'équilibre entre ce que l'on est profondément et ce qu'on a envie de faire. Et c'est d'aligner ses convictions avec son quotidien, en tout cas au mieux possible. Et pour moi, être engagé, en tout cas, c'est de tout donner dans la limite du raisonnable. Exactement, et dans l'énergie qui va bien pour atteindre des objectifs qu'on s'était fixés pour un projet. Et moi, l'engagement, il est sur les enjeux de transition sociale et écologique aujourd'hui, principalement, on va dire. C'était envisageable pour toi de travailler d'une façon qui n'alliait pas conviction et métier ou pas? Impossible. Ouais. Sincèrement, depuis que... En fait, je me souviens à l'époque, donc ça commence à dater un petit peu, mais de quand je passais le bac, en fait, donc moi j'ai eu mon bac en 2009, et que on nous demandait d'aller voir des conseillers d'orientation, quoi, en tout cas au lycée, et que j'expliquais en fait que moi j'avais pas forcément... Au départ, mon projet c'était de l'humanitaire. Voilà, j'avais envie d'être dans l'aide à l'autre. Et voilà, je disais, moi, je suis pas médecin, je suis pas infirmier. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour travailler dans l'humanitaire? Et en fait, à l'époque, il existait très peu. Déjà, l'économie sociale et solidaire, on en parlait assez peu. En tout cas, pas à mon niveau d'information. Et en fait, on m'avait dit, mais bah, écoute, tu vas faire des études classiques et puis après, tu feras du bénévolat pour satisfaire ton besoin d'engagement. Et ça, c'était pas trop entendable pour moi. Donc, en fait, très rapidement, j'ai trouvé, à l'époque, il y avait une école de commerce spécialisée. Mais qui dit école de commerce dit, privé, et voilà, financement, etc. Donc, le deal avec mes parents, c'était, tu fais une licence plus classique. Et puis, si vraiment cette soif de l'engagement, il perdure, alors, en master, tu t'orienteras vers une école privée. Mais c'est important que tu passes aussi par le cycle plutôt universitaire et que tu puisses encore ouvrir ton horizon. Et donc, j'ai fait une licence à l'université de Nanterre, en administration économique et sociale. Donc, c'est vraiment la licence très généraliste, où on t'enseigne du droit, de l'économie, de la gestion, du commerce, en fonction des spécialisations que tu prends. Et donc là, ça a continué à cogiter, en fait. Là, je me renseignais, je lisais des ouvrages sur... Ouais, ça te quittait pas, hein. Non. Et en fait, à chaque fois, impossible. Et à chaque fois qu'on travaillait sur des projets, tu vois, en dehors des cours, sur des travaux pratiques ou autres, il y avait toujours la recherche de un projet associatif, un projet de commerce équitable. À l'époque, c'était ça dont j'avais le plus entendu parler. Voilà, j'étais toujours sur cette petite... réussir à concilier. Exactement, toujours à essayer de rechercher les impacts, on va dire, sociaux et environnementaux avec l'enjeu économique qu'on peut pas environnementaux ignorer. Déjà à ce moment-là? Ouais, déjà, alors là, je te parle de ça, donc c'était il y a, j'ose plus compter, il y a presque un peu moins de 15 ans. Mais on parlait déjà de tout ce qui était agriculture biologique, on parlait déjà de réchauffement climatique, même si c'était assez lointain. Ça restait quand même dans les préoccupations, et souvent les projets associatifs et de commerce équitable, ils étaient aussi dans un équilibre entre
les égalités sociales et comment tu respectes la terre, comment tu respectes aussi les salaires équitables, etc. Il y avait déjà cette conciliation. Alors, c'était peut-être pas aussi évident que ça l'est pour moi aujourd'hui en étant dans AgroParisTech au quotidien et avec le parcours que j'ai. Mais déjà à l'époque, je me souviens très bien avoir travaillé sur un projet en agriculture biologique de livraison. Enfin, c'est trop marrant. Et voilà, avec une amie, c'était le projet, je sais plus dans quel cours c'était, un cours d'espagnol ou autre, un projet de livraison de produits bio et équitables. Ça s'appelait Bio de Noche. Pas de jugement parce que c'était des livraisons la nuit. Mais tu vois, à l'époque, Uber Eats, ça n'existait pas. Donc, c'est trop marrant. Et c'était déjà une préoccupation pour moi. Ouais, donc ça te fait vraiment les deux axes, donc environnement et solidaire, qui te suivent depuis le départ. Depuis le début, exactement. Et tu l'expliques? Mais pourquoi est-ce que ça t'anime autant et que c'est aussi important? T'arrives à te dire pourquoi? Bah alors, de façon assez, freudienne ou archaïque, je sais pas, je dirais qu'il y a eu beaucoup de mes parents. J'ai vu un père toujours se liguer contre les injustices, être dans la solidarité dans son quotidien, dans son métier, etc. Et une mère très proche de la nature, de la forêt. Donc ça a l'air très basique comme ça, mais en fait, je pense que j'ai été bercée dans le souci de l'autre et le souci de l'environnement, en tout cas de la nature. Et je pense que ça a permis aussi de nourrir. Oui, je pense. Après, c'est pas que ça. Il y a les rencontres. Évidemment. Il y a des événements. Mais ça t'a fait un terreau fertile de par ton éducation. Ouais. J'expliquerai ça comme ça, sans avoir préparé le dossier. Oui. Bah, si ça te vient naturellement et spontanément, c'est que finalement, ça doit être à peu près la bonne réponse. Hein. Bon, oui. Et t'as vu des difficultés à pouvoir trouver ce modèle professionnel-là? Énormément. En fait, déjà à la fac, quand j'expliquais à ceux qui étaient avec moi en cours, celles et ceux qui étaient en cours avec moi, qui avaient déjà des projets bien définis, moi je vais faire du marketing, moi je vais faire de la finance, etc. Moi, tu vas te sentir perdu. Je leur disais, mais ok les gars, mais en fait, là vous allez faire ça, mais c'est quoi le but en soi? Derrière, pourquoi vous le faites? Pourquoi tu as décidé de vendre telle chose? Pourquoi tu finances telle... Et en fait, j'étais en décalage. Et en fait, on se moquait, on me donnait des petits surnoms, tu vois, c'était l'écologiste, l'humanitaire, voilà. J'étais en décalage. Et après, je pense que j'ai aussi éveillé des consciences chez certains. Mais t'as posé les bonnes questions. Ouais, je pense. Et il y en a un qui m'avait dit, bah, tu vois, moi, je commence dans la finance, mais effectivement, les enjeux de microfinance, de microcrédit, ça m'intéresse. Mais d'abord, faut faire de l'argent parce qu'on est jeune, parce qu'on a besoin d'argent. Et après, on fera un travail avec plus de conscience pro. Et moi, c'était pas... Voilà, ça, c'était la première difficulté, c'était le décalage. Et puis après, c'était aussi de se dire, bah, comme tout le monde, j'ai pas envie... j'ai envie de vivre aisément, voilà. Donc, comment je concilie un métier avec une force sur le volet social, solidaire et environnemental, avec un métier qui rémunère? Parce qu'en fait, dans tous les enjeux humanitaires, les ONG, il y a beaucoup de bénévolat. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, c'est des métiers de médecins, d'infirmiers, avec des spécialités, c'est très technique en fait. Mais donc, comment tu es entre les deux, comment tu arrives à te rémunérer en vivant de ce que tu fais? Donc ça, je pense que c'était aussi, là, à la fac, tu vois, tu commences à réfléchir déjà sur, bah, voilà, j'avais des petits boulots à côté, il fallait que je paye mon pass Navigo, mon essence et tout. Donc, bah, tu sais qu'il va falloir payer les factures. Tu n'y es pas encore, mais en tout cas, tu commences à réfléchir. Et donc, comment je fais tout ça et je vais pas juste pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Ouais. J'aimerais bien, où tu trouves le compromis. Mais ça devait pas être facile pour toi d'avoir ton environnement qui est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, parce que c'est vrai que l'environnement, ça influe énormément la manière dont tu penses et où tu trouves tes ressources. Tu vois, quand tu dis, par exemple, quand tu disais réfléchir à comment tu trouves ton compromis entre être suffisamment aisé pour pas être en difficulté au quotidien et en même temps trouver ton sens et te sentir engagé, aligné. Bah, quand tu es dans un environnement un peu dans cette dynamique, comment tu peux réfléchir ensemble, tu peux te comprendre dans cette difficulté. Donc c'est vrai que pour toi, ça a dû être... Après, j'étais pas jugée, tu vois. J'étais questionnée, j'étais pas forcément moquée. Après, c'est la fac, on est entre amis, etc. C'est rigolo parce que elle a un parcours un peu atypique. Enfin, en tout cas, elle pense différemment de nous. Mais après, je pense que j'avais un cercle d'amis déjà qui écoutaient et puis j'avais une famille aussi. Donc, j'étais aussi... malgré tout, j'étais quand même entourée de personnes qui écoutaient, tu vois, qui étaient beaucoup là-dedans. Et je pense aussi, moi, ce qui m'a animée... Ouais, et puis ce qui m'a animée toute ma vie, et c'est encore le cas dans mon métier aujourd'hui, je pense que c'est une force, c'est que j'écoute beaucoup les gens. Et en même temps, je me forge mon opinion, tu vois. Donc, je peux avoir une opinion qui peut... Si on échange sur un sujet, peut-être que je vais changer d'avis en quittant la pièce. Mais c'est aussi d'écouter
toutes ces personnes autour qui me nourrit aussi dans ma réflexion. Et donc, je vois bien que c'est ni blanc ni noir. C'est pas tu bosses dans le marketing ou tu bosses dans la finance et après tu rentres chez toi, tout va bien. Ces gens-là, ils se posent encore des questions. Et ils se disent, bon, je fais mon tri sélectif ou autre, j'en sais rien. Et bon, c'est bon, je fais déjà ma part. On voit bien que c'est pas tout blanc ou tout noir, donc c'est une grande complexité. Et moi, ça m'animait aussi, tu vois. Quelque part, ça m'amusait même, tu vois. Ouais, j'ai plein d'amis, ils savent que quand ils viennent à la maison avec Margot, ça va débattre, tu vois. Des amis tester un peu les limites. Tout le temps. Les amis de mon mari aujourd'hui, qui était mon petit copain de l'époque, ils savaient que, voilà, à la maison, on allait rigoler parce que moi, je vais toujours être dans le débat, j'aime bien discuter, j'aime bien challenger les un peu. Voilà. Et ça aussi, c'est hyper important pour moi parce que ça me nourrit, en fait, dans la réflexion et dans tout ça. Et les gens, en fait, ils me donnent une énergie aussi dans les parcours, les différences aussi. Des gens aussi avec des parcours très, très différents du tien et qui arrivent au même point, ou alors des gens ça, c'est fou, moi, je trouve. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et t'arrives et tu te dis, mais pourquoi, comment, et voilà. Donc, c'est aussi ce qui doit être passionnant dans ce que tu fais dans ton podcast, c'est aussi d'écouter, d'entendre, d'apprendre, de découvrir. De découvrir tous ces parcours, les gens qui changent, qui prennent des tournants, pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces tournants, essayer de comprendre un peu les... Non, c'est vraiment, c'est clairement une chance. Et t'as jamais eu peur de pas trouver un compromis, tu vois, entre le fait d'être aisé et d'être aligné, qui te convienne et dans lequel tu t'épanouisses? Je pense pas que j'ai eu peur. Je suis de nature assez déterminée et assez tenace. Donc, en fait, je peux avoir des côtés pessimistes où je me dis, oh là là, on va pas y arriver, mais ça dure jamais très longtemps. Et je pense que j'ai été aussi très, très tôt entourée. Et peut-être, ce qui m'a aidée, c'est que je fais du sport. Et donc, j'ai ce goût du défi. Okay. Et donc, il y a eu des moments où il y a eu des moments de doute, mais ça cheminait gentiment. Et la force, en tout cas, je trouve ce qui est beau dans la vie, c'est les rencontres, les opportunités que tu saisis ou pas en fonction de d'où tu en es. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens à des moments donnés de ma vie où ça a facilité, ça a fluidifié. En fait, quand tu me dis est-ce que j'ai eu peur, je te dirais que dans mon fond intérieur, même aujourd'hui, je me dis mais alors est-ce que ce que je fais, c'est vraiment aligné avec ce que je veux? Je suis en perpétuelle réflexion. Mais depuis le début, ça a été fluide. J'ai pas eu de période où je me dis j'ai eu des périodes de gros doutes. Ouais. J'ai l'impression que ça a été assez naturel et que ça s'est bien... Tout s'est goupillé de manière assez paisible, finalement. Oui, exactement. C'était assez naturel, en fait. En vrai, c'est génial, ça. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Oui, j'avoue pour ça. Mais moi, je pense franchement que, ok, il y a une part de chance dans le sens hasard, mais c'est le genre de choses qui se provoquent, tu vois. C'est... Sûrement. Tu vois, je pense pas que... Parce que quelqu'un qui se met à remettre énormément de choses en question, peut-être va soit avoir le réflexe, comme toi, t'as eu, d'aller à la rencontre, d'aller te confronter au terrain, tu vois, de pas être effrayé par ce grand point d'interrogation, mais d'aller le creuser, quand quelqu'un d'autre va justement se dire « Oh là là !» et va voir une montagne énorme et avoir beaucoup plus de mal à... Et tu vois, typiquement, pour illustrer ce que tu dis, l'un de mes premiers stages que je l'ai fait dans une ONG française très réputée, et je l'ai fait dans un centre d'accueil pour personnes migrantes. Et là, j'étais au contact du terrain. Et là, j'ai vu ce que c'était que la détresse humaine. Et je me suis dit, waouh, je me suis pris une claque. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de bosser pour ces gens-là, mais je serais peut-être pas capable de bosser avec eux en direct parce que c'est trop dur en fait. Est-ce que tous les soirs je vais réussir à dormir gentiment alors que je sais que eux dorment dehors? Et il y a eu aussi comme tu dis, d'aller se confronter au terrain, de voir en fait, non, c'est trop pour moi, je vais peut-être pas y arriver. Donc comment je fais le pas de côté où je prends le recul nécessaire pour être à ma place? Donc c'est vraiment ce rapport au terrain que j'ai eu très tôt, tu vois. Puis ça demande quand même d'être très humble. Tu vois, de se dire, ça, c'est pas ma place, c'est trop dur pour moi. Tu vois, de se dire, d'accepter que ce soit trop dur pour soi et que on a une place qui est plus épanouissante ailleurs. Oui, certainement. Je pense que j'ai conscience de mes qualités, de mes forces, mais j'ai aussi conscience de ce qui me met mal à l'aise, qui me met en difficulté. Et je suis comme tout le monde, j'aime pas être dans une zone d'inconfort et de grandes difficultés. Bah oui, non, en vrai, je trouve ça très humble et très honnête. Bah ouais, ça, si tu cherches de l'honnêteté, tu as frappé à la bonne porte. Hein. Ça, y a pas de problème, je te dirais tout. Oh, on a de la chance. Et donc aujourd'hui, toi, tu travailles dans le modèle de fondation. Si je me trompe pas, tu as déjà travaillé dans d'autres fondations avant. Et pourquoi, du coup, finalement, ce modèle de fondation comme modèle professionnel? Pourquoi celui-là? Merci pour cette question qui va simplifier la suite de l'échange. En fait, quand j'ai quitté la fac, donc j'étais toujours accrochée à ce désir de faire humanitaire, solidaire, je savais pas trop. Donc j'ai rejoint l'Institut catholique de Paris, qui était à l'époque en
2012, l'un des seuls instituts parisiens à faire des masters qui s'appelait Action internationale et économie solidaire. Ok. Donc là, je me dis, tiens, intéressant, économie solidaire, j'en ai jamais entendu parler. Action internationale, il y a l'aspect humanitaire, ça m'intéresse, j'y vais. Et là, je me suis retrouvée avec des gens très différents, mais vraiment de tout, parce que Institut catholique, on voit les pratiquants, les gens qui ont été toujours dans les instituts catholiques, mais tu as des gens aussi extrêmement différents qui viennent aussi puiser là ce modèle de master qui est très, très différent. Et quand mes amis me disaient, alors, tu fais quoi comme master, et que je leur disais ça, les gens, en fait, ils bug, tu vois. Ah, quoi? Action internationale, économie solidaire? Mais qu'est-ce que c'est, économie solidaire? Et donc, j'ai découvert ce master avec donc une responsable de master qui s'appelle Elena Lassida, qui est incroyable. Et en fait, elle nous a fait découvrir l'économie solidaire, ce que c'était. Et en fait, c'est ce monde, entre guillemets, parallèle, où on essaie de concilier le social, l'environnemental et le monde économique. En fait, donc ça, c'est en référence à quelqu'un avec qui j'ai travaillé que j'adore, qui s'appelle Jean-Guy Henkel, mais j'en parlerai certainement plus tard, qui dit qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est réussir à faire travailler ensemble les trois sœurs ennemies, en gros, le social, l'environnemental et l'économique. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives à combiner ces trois notions ensemble, tu arrives à faire de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et on a découvert dans ce master, l'ESS, c'est les coopératives, c'est les associations, mais c'est également les fondations. Et c'est des fondations de différents ordres. Et en fait, j'ai eu une opportunité dans le premier master, quand je faisais tout à l'heure les rencontres, etc. Des amis d'amis qui discutent. Ma fille cherche un stage en ESS. Elle sait pas vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, j'aimais bien la notion d'insertion sociale. Ouais. Et en fait, voilà, le projet guyanais, une grande boîte du CAC 40 qui a des filiales en Guyane, dit en fait, nous, on est très implantés en Guyane depuis très longtemps et on aimerait lancer un projet social et solidaire pour les quartiers guyanais. Parce que la Guyane, c'est donc un territoire d'outre-mer sur enfin, tu vas le découvrir, mais sur le continent américain, donc en frontalier avec le Brésil, le Suriname, qui sont donc des pays d'Amérique latine. Mais la Guyane, c'est la France. Et donc, en fait, c'est 97% de forêt amazonienne. Les gens vivent sur 3% du territoire. Et tu as une immense majorité de la population qui a moins de 20 ans. Et un taux de chômage qui est le plus élevé de France, je crois. Je ne sais pas si les chiffres sont encore corrects à l'heure où je te parle. En tout cas, quand toi, tu y es allé. Voilà, exactement. Et donc, ils nous disent il faut absolument qu'on travaille pour aider les quartiers. Parce qu'en fait, nous, on est là, on crée de l'activité économique, donc on bénéficie à une partie de la population, mais pas à ces quartiers. Et les quartiers guyanais, de Cayenne, de Kourou, de Saint-Laurent-du-Maroni, sont des quartiers réputés comme étant très difficiles. Et donc, donc c'était une idée, en fait, de quelqu'un qui travaillait là-bas et qui s'est rapproché à l'époque de la fondation de la boîte et qui m'a rencontré, on a échangé, je lui ai expliqué mon projet, il m'a dit « Ok, banco, on y va ». Donc, je te parle de ça, j'avais 20 ans. Hein. Mais oui, non, c'est les hasards de la vie. Hasards, improbables. Oh, c'est génial. Improbable. Et en fait, je rencontre la personne qui gère la fondation de cette entreprise et qui se dit c'est une super opportunité parce qu'en fait, un collaborateur du groupe qui a des activités internationales a envie de monter un projet, donc on va le faire ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, j'étais, si tu veux, la personne qui allait gérer l'activité en Guyane sur ce projet-là, sur un temps dédié. Donc, j'ai passé 2 fois 3 mois, je crois, en Guyane. Okay. Et donc, ça a été l'expérience qui a bouleversé ma vie. Wow. Parce que je suis arrivée, donc t'imagines, hein, j'ai 20 ans, en Guyane, je connais pas. Tout le monde me dit la Guyane, c'est le paludisme et c'est les quartiers chauds, en gros. Toi, là, la petite blonde qui débarque là-bas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'étais non, mais ça m'intéresse trop. J'ai trop envie de relever le défi. Le coup du défi. J'étais un petit peu en panique, mais je l'ai pas montré. Et en fait, je me suis retrouvée à rencontrer à la fois des chefs d'entreprise de l'entreprise française à qui il fallait que je dise, en fait, il va falloir que tout le monde se mette derrière pour pouvoir mettre un peu d'argent et m'aider à rencontrer les acteurs de terrain pour financer des associations. De l'autre côté, rencontrer les maires des villes pour leur dire, vous connaissez très bien cette entreprise qui est implantée en Guyane, elle a envie d'œuvrer, aidez-nous à trouver les bonnes assos. Et après, aller rencontrer les assos dans les quartiers pour leur dire, je veux faire de la mise en relation. Enfin, c'est pas je veux, c'est le projet, on vous donne des financements, on vous apporte des compétences, que l'idéal était financement et aussi mettre à disposition, enfin mettre en lien ce qu'ils appellent des parrains, donc d'entreprises, des collaborateurs, si tu veux, pour former les personnes locales. Exactement, qui viennent donner des coups de main, des coups de pouce, etc. Et donc, il y a une forte majorité des personnes qui travaillent dans la boîte qui sont des expatriés, en fait.
tu vois. Et en fait, je me suis retrouvée dans des moments improbables, dans des quartiers où je parle à une dame dans un endroit où il y a des ventilos, il fait 30 degrés, il y a 97% de taux d'humidité, qui me dit, bon, bah voilà, moi ici, j'accueille des jeunes du quartier. Ils ont accès à l'ordinateur, on leur donne des cours de langue, de FLE, etc. Ils ont accès, on les aide à faire leur CV, leur lettre de motivation, machin. Et en fait, j'ai besoin de changer 3 tables, 2 ordinateurs. Enfin, tu vois, c'est du matériel. Et en fait, j'avais amené sur le terrain un collaborateur du groupe qui avait bossé pour le quartier, mais qui avait jamais été en contact avec qui que ce soit dans le quartier. Waouh. Donc il était en mode oui, alors on y va, mais par contre Pas entre du tout midi et inclus, 13h, parce que voilà, après bon, il a raison, quand tu viens pas de là-bas et tout, faut pas non plus, tu sais, en Guyane, le soleil se couche tôt, donc il fait nuit très tôt, donc voilà. Mais il était assez sur la retenue, et en fait il est arrivé, il a écouté, tout de suite il a accroché en fait, il se dit en fait mais je bosse là depuis tant de temps, et elle lui dit oui, et puis en plus on a des problèmes de climatisation, il dit ah mais attendez, moi c'est mon métier, je vais vous la réparer et tout, et il appelle ses gars et dit ouais, faut que vous veniez tel jour venir réparer la clim. Et tu vois, des rencontres comme ça, toi, tu vois de la magie se faire devant tes yeux. Une petite dame qui, depuis 30 ans, à la sueur de son front, elle a monté son asso pour les jeunes du quartier. Et le monsieur qui a ses compétences, mais qui est là en Guyane, mais en fait, il est juste de passage. Et qui se dit, en fait, j'ai envie d'aider, tu vois. Et cette rencontre entre vraiment le monde social et le monde économique, j'ai dit, en fait, c'est là que je veux bosser. C'est dans cet environnement-là, je veux permettre à des gens... tisser du lien. Je veux faire se rencontrer des gens qui pourraient pas se parler. Je veux faire la traductrice. Je veux les aider à se parler. Et je veux que ça crée le projet, que ça finance, que ça débloque des situations, etc. Et c'est comme ça que mon amour, entre guillemets, pour le mécénat à l'époque d'entreprise a démarré. Donc j'ai fait, au fil de mon expérience pro, j'ai fait plusieurs entreprises et j'ai travaillé dans les fondations d'entreprise, si tu veux, dans des projets, dans des postes de chargé de projet, en fait. Et donc mon métier, j'avais un budget dédié, j'avais des objectifs en fonction de la boîte. On a envie de financer les quartiers parce qu'on travaille énormément dans tel ou tel quartier. Et j'ai un budget, et donc je vais financer des projets qui rentrent dans le scope des objectifs de la fondation. C'est fou parce qu'en fait, tout au long de ton parcours, tout s'est toujours bien aligné. Ça, c'est... Et c'est des rencontres, en fait, à chaque fois. C'est des gens aussi qui m'ont fait confiance et qui ont fait que la rencontre a été facilitée, si tu veux. Et donc, en fait, on m'avait dit à l'époque, si tu veux travailler dans le mécénat, il faut que tu te formes un peu plus en com. Parce que le mécénat, c'est bien sûr de l'impact, du financement, mais c'est aussi montrer ce qu'on fait de bien pour donner envie à d'autres de rentrer dans la danse. Oui, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais le modèle professionnel de fondation, c'est du mécénat, donc c'est collecter des fonds. Exactement. Pour financer des projets. Exactement. En 3 mots. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, après, tu peux le faire dans des entreprises, mais tu peux le faire dans des fondations reconnues d'utilité publique, dans des fondations des hôpitaux. Enfin, c'est un mode, c'est un statut, si tu veux. Voilà. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu travailles encore en fondation. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce que tu fais ? Ouais, avec plaisir. Donc, aujourd'hui, je suis déléguée générale de la Fondation AgroParisTech, comme je t'ai dit. Donc, moi, j'ai rejoint la fondation il y a 6 ans. En tant que chargée de développement à l'époque. Okay. Et en fait, j'ai été débauchée par la personne qui m'avait embauchée lors de ma première expérience, qui m'a parachutée en Guyane. Donc, sans la nommer, Chantal Monvoix, parce qu'elle a été décisive dans mon parcours. Et qui m'appelle, en fait. Donc là, je te parle de ça entre les deux. J'ai été au Jardin de Cocagne, Réseau Cocagne avec Jean-Guy Henkel. C'était incroyable parce que j'ai aussi voulu passer du côté associatif. Parce que du coup, dans ton master, on t'avait présenté les deux modèles, donc t'as quand même testé les deux. Et je voulais être côté financeur, tu finances, mais aussi ceux qui ont besoin d'argent et comment ils vont chercher des fonds. Ça m'intéressait aussi de comprendre la dynamique. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, bon, donc voilà, je vois que tu es toujours au Réseau Cocagne, est-ce que tu te plais toujours, etc. Bon, en l'occurrence, il y avait eu un changement de direction, donc je commençais à réfléchir à partir. Elle me dit, écoute, j'ai repris un nouveau poste. J'ai rejoint AgroParisTech, parce qu'elle, c'est une alumnus de l'école, en tant que directrice des partenariats, et je vais certainement reprendre la direction de la fondation. Il y a tout à faire. Est-ce que ça t'intéresse ? Donc, c'est monter la fondation. La fondation existait, si tu veux, les statuts avaient été déposés, il y avait eu des bourses qui avaient été enclenchées par la personne qui était là avant nous, mais personne n'avait mis en place de feuille de route, de stratégie, très peu d'appels à projets, c'était assez ponctuel, c'était pas organisé, et il y avait pas eu de ressources dédiées, si tu veux. Et donc moi là, je suis en CDI dans un poste de responsable com
voilà, j'ai un peu fait mon temps, mais je suis en CDI. Et là, en fait, on me propose un poste complètement nouveau. Ouais, avec en CDD, un peu en entreprenant. Un peu en mode solo aussi. Ouais. Parce qu'avec Chantal, si tu veux, on était deux. Mais elle était par Monts et par Vaux parce qu'elle était sur un petit bout de l'expérience à la Fondation. Mais sinon, elle était directrice des partenariats de l'établissement. Ok. Donc, j'ai pas réfléchi. Je voulais absolument le poste. Et en fait, pour la petite anecdote, le jour où j'appelle Chantal, où je devais signer mon contrat la veille, je crois, ou quelques jours avant, j'apprends que je suis enceinte. Waouh. Et c'était pas prévu dans mon plan. Donc, voilà, les femmes d'aujourd'hui, c'est une réalité, hein, c'est qu'un bébé dans une carrière professionnelle, ça se réfléchit. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est du temps où tu vas être en congé mat, et puis après où tu vas être absente, etc. Et donc, je me dis, en fait, je peux pas signer mon contrat sans lui dire que je suis enceinte. Je me voyais pas signer et puis partir en congé mat direct. Ouais, tu dis, c'est pas honnête. Franchement, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, en fait, au pire, elle refuse. Mais tu vois, le conditionnement dans lequel je m'étais mis, en fait, je suis enceinte, donc on va pas me prendre. Bon, bref. Ouais. Mais tu peux comprendre que si tu veux lancer un projet, un congé mat, ça dure 2 mois et demi, 3 mois, donc ça ralentit le projet. Et en fait, j'ai appelé Chantal, j'étais en âge. Je me rappelle comme c'était tout juste de l'apprendre. Mais je venais d'apprendre que j'étais enceinte, mais 48 heures avant, et j'ai voulu confirmer par une écho, mais ça venait d'arriver et c'était pas. T'avais déjà beaucoup de choses à gérer dans ta tête. Ouais, j'étais déjà en train de me dire, bon, alors je vais démissionner du réseau Cocaine, je vais rejoindre Chantal, etc. Attends, je suis enceinte, j'attends un bébé. Et bon, j'étais déjà avec... on avait des... En fait, on devait se marier l'année d'après avec mon mari. Bon, ça n'a pas empêché de nous marier, de se marier. Hein, c'est simplement qu'entre les deux, il y a eu un bébé, si tu veux. Mais voilà. Et en fait, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, faut que je te dise avant de signer et tout, je suis enceinte. Et donc là, il y a eu un blanc, tu vois. Et elle m'a dit, déjà, félicitations. C'est pas rien dans la vie d'une femme. Donc déjà, je me dis, waouh, tu vois. Mais bon, c'est triste de dire qu'on se met autant de pression en tant que femme en se disant, putain, j'ai pas le droit. Et puis voilà, bon. Elle me dit, bon, voilà, donc on parle des conditions, de c'est quand ton congé maternité, ça serait quoi les dates, etc. Donc tu sais, quand tu fais ta première écho, on te dit, voilà, tu vas être arrêtée à telle date, ton terme c'est telle date, voilà. Donc je savais à peu près. Donc elle me dit, bon, bonne nouvelle, c'est que ton terme c'est en août. Donc, tu vas être arrêté à le moment le plus creux de l'année. Donc, en fait, tu vas seulement louper un peu septembre-octobre. Mais écoute, si tu me poses pas de congé parental derrière, pourquoi on n'irait pas, quoi? Et ce qui a été incroyable, c'est que même le directeur de l'école à l'époque, parce que évidemment, ça crée aussi une chaîne où ça crée une espèce de... La fille, on la connaît pas, on sait pas d'où elle sort, et elle va débarquer avec un gros ventre, quoi. Parce que c'est ça, en fait, le deal. C'est que là, je te parle de ça, on est en février. Je signe pour avril. Mon terme, c'est en août. Donc, même si c'était mon premier bébé, j'avais quand même le ventre qui était visible. Et en fait, il y a eu quand même énormément de bienveillance autour de moi. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, ouais, d'où elle sort celle-là. Mais globalement, ça a pas, il y a pas eu trop de sujets, tu vois. C'est génial. Donc ça, c'était parce que ça a été. Mais ça m'a aussi poussée à me dire, bon, il faut que je réussisse, quoi. Je veux pas je veux montrer que c'est possible. Et donc ça m'a peut-être aussi un petit peu poussée à en faire trop, parce que en 2018, il y avait pas de télétravail, hein, ça existait quasiment pas. Voilà, hein, tu prenais les transports dans la ligne 13, t'étais debout jusqu'à 7 mois de grossesse. Enfin voilà, tu vois, c'est parfois quand on y repense, tu dis waouh, tout ce que j'ai fait, mais j'avais une énergie folle, j'avais une détermination, et j'avais pas aussi, je pense, je me rendais pas compte que porter la vie, c'était quand même, c'est pas que t'es malade, c'est juste qu'un bébé, c'est hyper fragile, en fait. Mais bon, le corps humain est tellement bien fait que c'est bien protégé. Et donc, j'ai commencé comme ça, à la Fondation AgroParisTech, en tant que chargée de développement, enceinte de 5 mois. Voilà. Et donc... Waouh, sacrée histoire. Ouais, sacrée histoire. Et ça, et donc, je veux aussi dire à toutes les femmes enceintes qui m'entendent, franchement, il vaut mieux primer sur l'honnêteté, parce que je pense que c'est hyper dur, comme c'est hyper délicat, parce que quand on veut le poste à fond, on veut pas que ça nous passe sous le coude, en fait. Enfin, voilà. Mais en même temps, je me voyais pas démarrer sans être honnête, tu vois. Et je pense que ça fait partie de la vie des femmes, en fait. Celles qui veulent des enfants, elles auront des enfants et c'est OK. Tu vois, et c'est une organisation. Et franchement, je pense que j'ai jamais été aussi organisée, j'ai jamais autant optimisé mon temps que depuis que je suis maman. T'as pas le choix, en fait. Donc, c'est aussi des compétences de dingue que tu développes en tant que maman, ou même papa, d'ailleurs, en tant que parent, en fait, qui sont à mettre sur le CV. Et d'ailleurs, sur le CV, dans le poste que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai été, en 6 ans, j'étais donc chargée de développement, chargée de développement, responsable du développement, et aujourd'hui déléguée générale.
Mais il a fallu que je passe des entretiens pour atteindre mon poste aujourd'hui. Et dans mon CV, il y avait écrit que j'étais maman, tu vois. Et ça a été aussi un débat avec des amis autour de moi. Mais tu vas pas écrire que t'es maman dans ton CV. Bah si, parce qu'en fait, ça, à la fois, ça fait partie de ma vie. Donc je vais pas mentir. En fait, je bosserai pas du lundi au dimanche sans interruption. Le soir, il faudra que je m'occupe de mes enfants. Et puis ça pourrait arriver qu'ils soient malades. Donc ça fait aussi partie de ma vie de femme et de dirigeante. Et je voulais aussi montrer que être maman, c'est possible. Et ça m'a permis de développer des compétences que quand j'étais pas maman, je n'avais pas. Et que tu sous-estimes. Parce qu'en fait, quand tu dors 2 heures par nuit pendant 4 mois et que tu retournes au boulot avec le sourire, l'air de rien et tout, on te dit « Ah là là, mais t'as perdu tous tes kilos et tout, machin. » Mais en fait, toi, dans le fond, t'es épuisé, t'as envie que d'aller te coucher. Parce qu'en fait, tu dors 2 heures par nuit. Et voilà, tu fais au mieux, en fait. Ouais. Tu dis, si j'ai réussi à faire ça... Tu encaisses... Mais je peux tout faire, en fait. Tu vois, je peux tout faire. Et donc... En fait, ça a nourri ton moteur... Ah ouais, à fond. À 3000%. Autant ça t'a épuisé parce qu'en fait, on m'avait dit, de toute façon, à partir du moment où tu deviens maman, tu dors moins bien tu dormiras plus jamais pareil. Mais j'avais pas compris que le plus jamais pareil, c'était pas parce qu'ils vont pas faire leur nuit tout de suite. Et donc, mais c'est aussi l'inquiétude qui se nourrit quand tu crées un autre être que toi, qui ne t'appartient pas, qu'un jour il va prendre son envol. C'est de s'assurer de son confort, de son bonheur, etc. Et que tu dors plus jamais pareil, en fait. Parce que tu penses toujours à, tu vois, s'ils sont à côté, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que je l'ai entendu tousser, machin. Bon, voilà. Ton sommeil est modifié forever. Voilà, c'est dit. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça te donne une force. En tout cas, moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais effectivement une énergie. Et ça va puiser dans des volontés sans nom, quoi. Ouais, je crois. Et ça m'a énormément aidé pour le poste, en fait. Je pense aussi. Parce qu'en fait... ça, c'est une question que je me demandais. C'était vraiment un truc. Est-ce que Parce que moi, j'aime bien me dire que quelque part, t'as 2 postes à responsabilité. T'as ton poste de DG et ton poste de maman. Parce que c'est quand même un job à plein temps. Il faut pas négliger ça. Et je me demandais, tu vois, là, tu le dis, mais j'arrivais pas trop à savoir si c'était possible que ton job de maman ait des bénéfices sur ton poste de DG. Ah, mais ça, c'est c'est une évidence folle. Alors, je t'avoue que quand tu reviens au boulot après ton congé mat et que t'es devant tes tableaux Excel, t'as une petite crise existentielle, tu vois. Tu te dis, bon, j'ai repris le travail, j'ai confié mon bébé à quelqu'un de confiance pour être devant un tableau Excel. Donc, t'as des petits moments de crise de te dire, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être en train de m'occuper de mon enfant et tout. Et en fait, après, tu dis non, mais en fait, c'est une chance incroyable parce qu'en fait, la journée, t'es stimulée avec des gens, t'es dans l'échange, etc. Tu travailles. Le soir, t'es restimulé différemment. T'es dans le concret de voir les évolutions de ton bébé, de te satisfaire d'un sourire, d'un câlin, enfin, d'être dans le, ouais, c'est un peu sur comment dire, le vivant, mais au sens très basico-basique. Tu vois, tu t'émerveilles d'un sourire, tu t'émerveilles d'un maman, parce que c'est la première fois qu'il te le dit et tout. Et après, t'es au boulot et tu vas négocier des financements avec des grands donateurs qui attendent de ton projet, de l'impact, etc. Donc, t'as l'impression de faire le grand écart en continu, et en même temps, c'est tellement intéressant. C'est épanouissant. Ouais, c'est hyper stimulant. Et donc ça, c'est une chance. Et l'un dans l'autre, si tu veux, ça me rend service dans les 2 cas. C'est-à-dire que oui, il y a de la fatigue. Oui, c'est un défi. Oui, il y a des moments où tu te dis, OK, comment je vais combiner? Parce que ma journée, elle fait que 24 heures comme tout le monde. Et moi aussi, j'ai besoin de dormir. Et en fait, si je dors pas 7 heures, je vais pas être de bonne humeur et je vais pas bien gérer ma journée. Mais en même temps, tu sais que le soir, en fait, il y a un petit être qui t'attend. Tu vois, et qui est trop il y a une famille et qui est trop contente de te voir, quelle que soit la journée que t'es passée, les transports qui ont été difficiles, le don que t'as pas eu, l'intervention qui s'est mal passée. Ça t'ancre beaucoup. Ouais. Et ça te rappelle une réalité. Et je pense que ça m'a aussi limité dans plein de moments où c'était très dur. Enfin voilà, dans ce poste à responsabilité que j'ai pris, tu vois, l'une des premières personnes à qui je l'ai dit m'a dit, mais tu te rends compte, quand même, t'es une jeune femme avec des petits, comment tu vas faire? Et je lui ai dit, tu m'aurais posé la question si j'avais été un homme. Ça l'a un peu séché et c'était pas méchant, ni d'un sens ni dans un autre. C'est simplement que c'est vrai, en fait, tu vois. On pose pas forcément la même question aux papas quand ils vont avoir des enfants et qu'ils ont des postes à responsabilité, on les félicite. Les mamans, c'est est-ce que tu vas réussir à concilier les deux, en fait, alors qu'il n'y a pas de sujet. Mon mari et moi, on a tous les deux des postes à responsabilité et on fait 50-50 dans la charge à la maison comme s'occuper des enfants, tu vois. Et ça manque beaucoup, comme tu disais, c'est que je vais peut-être avoir des journées très, 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 très denses. Mais il y a, par exemple, le vendredi, je finis pas après 18h30 parce que
il faut que je m'occupe de mes enfants. Et ça t'oblige aussi à couper. Et cette coupure, elle est indispensable. Parce que quand j'ai pris mon poste, les premiers week-ends, j'ai bossé tous les week-ends. Parce que quand tu prends un poste à responsabilité, que tu as des incertitudes, tu veux tout bien faire. Oui. Et que faut border l'incertitude, le doute. Le doute, et tu prends du temps dans tout. Tu vois, moi, ce que j'avais trouvé difficile, c'était la prise de décision. Donc, sur des décisions compliquées, aujourd'hui, c'est plus facile, mais quand j'ai débarqué, c'était alors attends. Comment je vais. Voilà. Et ben, le fait de couper, de t'obliger à couper ton week-end, ta soirée, et ben, en fait, ça te donne de la respiration. Et donc, le lundi, t'arrives. T'es plus frais. Voilà. Je vais pas te cacher. Voilà. Je vais pas te cacher qu'il y a des week-ends où je travaille encore, mais je m'oblige à couper vraiment parce que je sais que, et c'est grâce à mes enfants, en fait. C'est grâce à mon mari, c'est grâce à mes enfants. Parce que sinon, en fait, dans des boulots comme les nôtres, on pourrait bosser du lundi au dimanche, de 8h à 23h. Il n'y a pas de problème. On a toujours des choses à faire, en fait. Donc, voilà, on est des couteaux suisses, hein, donc. Oui, donc finalement, en fait, les paramètres clés de ton système pour qu'il fonctionne, c'est l'organisation. Et l'équilibre. L'équilibre. Ouais. C'est de réussir à toujours concilier ma vie pro et perso. Et j'ai conscience que ça peut être un sujet. Enfin, moi, on m'a déjà dit... Ça t'oblige à faire des compromis. Oui, bien sûr. Et des renoncements. Bien sûr. Il y a eu des spectacles de mes enfants que j'ai pas pu voir. Bah voilà, c'est difficile et il faut l'accepter. Mais en même temps, professionnellement, j'ai une grande chance. Je suis toujours challengée. Je suis sur des projets passionnants. Tous les matins, j'arrive au boulot, je sais pas ce que... J'ai des réunions de prévues, mais il se passe toujours des choses nouvelles. On a toujours des nouveautés, des solutions à trouver, des nouveaux projets à accompagner. Et donc ça, c'est une chance inouïe, en fait. Mais c'est vraiment ça, moi, quand je te regarde, je vois un parcours quelque part sans compromis. Où t'as réussi à avoir... ta carrière à ambition qui t'épanouit, qui te stimule et dans laquelle tu lâches rien et c'est le défi et t'as des responsabilités, c'est pas rien. Et en plus, t'avoir ta famille, tes enfants. Non, mais et en même temps, je pense que c'est ça qui crée l'équilibre, et qui fait que tu flanches pas, en fait. C'est que voilà, il y a vraiment. Mais encore une fois, comme tu dis, oui, il y a quelques compromis à faire et en même temps, c'est. Ils se font naturellement. Parfois, c'est un peu dur. Ouais, ça ferait des frustrations. Voilà, il y a des petites frustrations. Mais voilà, je suis très entourée. Voilà, mon mari, il fait sa part, je fais la mienne. Et donc, on s'organise très bien tous les deux pour que quand j'ai une réunion tard le soir, bah, c'est moi qui gère. Et puis, quand lui, c'est tôt le matin, bah, finalement, on s'organise. Et puis, je suis bien entourée aussi par... tu vois, j'ai le village. Quand on dit qu'un enfant, il n'est pas élevé que par ses parents, c'est vrai. J'ai aussi de la chance, c'est que j'ai beaucoup de familles autour de moi. Et mes enfants, ils sont élevés par un village de personnes qui nous soutiennent au quotidien et qui, quand j'ai pris mon poste, ma mère et mon père, ils m'ont dit en fait, on sait que ça va être dur cette année parce que tu vas beaucoup travailler, parce qu'en plus il y a eu un déménagement professionnel, etc. On sera là, on va t'accompagner. J'ai eu ma nièce, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma mère. Tous ces gens-là, ils ont été là pour favoriser pour t'apaiser. Donc ça, c'est indéniable. Je l'ai pas fait toute seule. Oui. Mon mari et moi, on l'a pas fait tout seul. On l'a fait aussi avec des gens qui ont cru aussi au projet. Et voilà, je pense aussi qu'on a réussi à les convaincre que c'était intéressant ce qu'on faisait. Oui. Et que quand je raconte la fondation et les projets, les gens se disent, ouais, c'est passionnant, ok, on va t'aider. On va t'aider, on te soutient et on t'entoure. C'est vrai que du coup, je me dis que c'est pas un modèle qui serait tenable et faisable pour tout le monde finalement. Non, je pense que, je sais pas, en fait, chacun a ses ressources, mais il y a une réalité du poste où, un poste comme le mien, tu bosses pas 35 heures. Tu peux pas te connecter à 9h, finir à 17h, ça existe pas. T'as toujours des urgences, et puis je suis en management, donc j'ai une super équipe de 4 personnes, mais il faut être aussi à leur écoute, ils ont besoin de toi, tu peux pas laisser, tu vois, quand je prends des vacances, là j'ai dit en juillet, pendant 2 semaines, je suis pas joignable. Bon, c'est 2 semaines grand max, quoi. Et j'ai tout bordé avant, j'ai tout bordé après. Voilà. Donc, quand je dis c'est pas faisable pour tout le monde, mais je l'ai pas fait seule. Et c'est aussi la solidarité dans le quotidien qui fait que t'arrives à... Que ça tient. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est la petite société qu'on a, voilà, au sens social et humain qui a fait que ça marche aujourd'hui, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens des résistances dans le monde professionnel ou des difficultés liées à ton statut de maman ? Sincèrement, sur mon statut de maman, non. Parce qu'en fait, déjà, j'ai pas de tabou, c'est-à-dire que je vais pas cacher ma maternité.
mais je vais pas en faire des caisses non plus. Donc je vais pas à tous les dîners ou déjeuners de travail parler de mes enfants, c'est pas du tout adapté, et c'est pas l'idée. Mais la résistance pour moi, si je devais parler plus de ça, c'est plutôt mon jeune âge. Ce que je peux complètement entendre, c'est que lorsque j'ai pris mon poste, il y a pu y avoir, mais c'est entendable, hein, si tu veux, moi j'ai un parcours un peu atypique. Donc tu vois bien, j'ai fait la fac, j'ai fait l'Institut catholique, mais j'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai pas fait une grande école de commerce, j'ai pas 2 ans d'expérience à l'international, et je suis à un poste à responsabilité. Donc en fait, on se dit mais comment elle est arrivée là? Bah j'y suis arrivée par la force de mon travail. J'ai fait mes preuves, j'ai l'engagement que j'ai mis dans tout ce que j'ai fait. Et c'est plutôt sur l'âge. Je pense que c'est pas tant sur mon rôle de mère, ni sur ton genre. Ça doit jouer aussi. Tu vois, ça doit jouer aussi. Certainement, c'est peut-être plus facile. Je pense que je suis pas dans la tête d'un homme et donc je peux pas te dire, mais certainement qu'un homme il se pose peut-être moins de questions sur enfin voilà, moi quand on m'a dit enfin tu vois, Chantal à l'époque qui m'a dit je vais partir à la retraite à telle date, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, tu vois. Et à l'époque c'était attends, c'est dans 2 ans, ça va et tout machin. Puis entre-temps, j'ai eu un deuxième bébé qui n'a pas dormi. Et après, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. En fait, c'est trop dur. Et puis, en fait, au moment où elle me l'a dit, on était une fondation d'un certain type. Et puis, au moment où elle va pour partir, on est une fondation qui se structure sur un nouveau statut. Voilà, à une échelle encore supérieure. Et donc, je peux comprendre qu'on puisse émettre, entre guillemets, des doutes. Mais je sais pas si, peut-être qu'en tant que femme, certainement, en tant que femme et jeune femme, on va me poser des questions, on va avoir un... Et aussi, je te dis, en tant que non-ingénieure... Ouais, t'as plein en fait, de petits paramètres qui font que j'ai pas le profil type d'une personne qu'on attend sur un poste comme celui-ci, en fait. Mais ma force, ça a été que j'étais là depuis 6 ans, que tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné, et qu'en fait, quand on regarde le cheminement de la fondation, en 2018, on collecte 500 000 euros. Ouais. En 2021, on en collecte 2 millions. Donc, on quadruple quand même la collecte. On le fait à 2. Et c'est moi qui suis aux manettes avec Chantal. Donc, on se dit, bon, Chantal, elle a fait une grande partie du job, mais la personne dans l'ombre, c'était Margot. Donc, je connaissais tous les rouages. Si tu veux, j'étais tellement dans l'opérationnel. Moi, la fondation, aujourd'hui, on est 5. Mais moi, tous les postes qu'ils ont, je les ai tous occupés. Tous. Je connais tous leurs postes. Alors, bien sûr, ils ont tous évolué parce que mais c'est t'as super. Les réalités, les contraintes. Je connais tout ça. Et donc, c'est aussi comment tu arrives à prendre de la hauteur et comment tu arrives à lâcher l'opérationnel. Mais oui, bien sûr qu'en tant que jeune femme, il fallait montrer que tu étais sûre de toi, que tu allais y arriver, alors qu'à l'intérieur, tu avais des doutes, en fait. Mais comme toute personne normalement constituée, hein, je pense. Oui, quand on te propose un truc encore plus gros que toi. Exactement. Parce que tu vois, avec ton profil, je me demandais si c'était le genre d'opportunité quand elle se présente, si tu fonces ou si t'hésites ou si t'as quelqu'un qui pousse, tu vois. Alors, je vais être honnête, j'ai foncé, j'ai hésité et on m'a poussé. Voilà. Jackpot. C'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable et tout. Après, je me suis retrouvée face à, il faut proposer un plan stratégique, il faut rencontrer des gens qui ont recruté beaucoup de monde aussi. Hein. Il faut convaincre ces gens-là que t'es la bonne personne. Et puis, quand tu touches au but, tu te dis, non, j'y arriverai pas, c'est trop dur et tout. Et puis, quand ça s'ouvre là devant toi, j'ai mes proches qui me disent, alors, t'as pas fait tout ça pour t'arrêter là, tu vas y aller maintenant. Ouais. Tu vas y aller, tu vas assurer, ça va le faire. Ouais. Et on va être là et on va t'aider. Voilà. Donc évidemment, il y a eu tout ça, tous ces doutes, mais je regrette pas une seconde d'avoir pris ce poste. Et pourquoi tu le voulais? Pourquoi je le voulais? Parce qu'en fait, quelque part, la Fondation AgroParisTech, c'était aussi mon bébé. Oui, c'est vrai que si dès le départ... Sans reprendre tout sur la maternité, la parentalité ou autre, c'est que je l'ai vu évoluer. Ouais. J'ai vu toutes les personnes qui s'y intéressaient, les partenaires, les donateurs, les projets. Et j'ai vu cette fondation se transformer et grandir. Et en fait, je pouvais pas m'arrêter là, tu vois. J'ai tellement contribué à aider à cette... En fait, on a planté la graine et on l'a fait pousser. Et là, elle est en train de devenir un arbre, quoi. Je vais pas te dire que là, je suis en train de cueillir les pommes, hein, pas encore. Mais en tout cas, je vois encore le pommier pousser et je pouvais pas m'arrêter là. En fait, j'y crois trop à ce projet pour que je passe à côté. Et en plus, il y avait 2 choix. C'était soit je prenais le poste, enfin, en tout cas, soit je me lançais dans l'aventure de la prise de poste, soit je décidais que quelqu'un allait être au-dessus de moi.
mais ça allait être très compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui connaît, peut-être qui quelque part était moins animé par ce projet qui... Cette personne, elle l'aurait moins porté, et puis j'aurais été très... Frustrée. Enfin, je l'aurais beaucoup alimenté sur moi, ma vision, etc. Ça aurait, je pense, en termes de positionnement, et puis quand tu te projettes, tu vois, quand tu passes des entretiens comme ça, j'en ai passé 8 pour avoir le poste, tu dois proposer un plan stratégique. Alors, comment tu vois la fondation dans 5 ans? Pourquoi c'est toi et pas une autre, ou un autre ou autre? Donc, il faut montrer que ça doit être toi. Et donc, en fait, tu te projettes après. Tu sais, c'est de la visualisation créatrice. Bon, alors, si je prends le poste, qu'est-ce que je ferais de nouveau? Qu'est-ce que je ferais de différent? Qu'est-ce qui ferait que? Et donc, après, tu te prends au jeu, en fait. Et tu mets ton costume, tu vois? Et après, t'as du mal à le retirer. Tu m'étonnes. Et puis si t'avais vu quelqu'un avec un costume différent que le tien, mettre les manettes différemment, ça aurait pu ne pas marcher. Parce que ce projet, je l'ai construit, tu vois. J'ai participé à cette construction, on va dire. Et tu m'avais parlé, quand on discutait au téléphone, du syndrome de l'imposteur à ce moment-là, quand t'es arrivée sur ce poste. Tu l'as toujours aujourd'hui? Non. Okay. Sincèrement, je pense que ma première année, elle a été très... En fait, à la fois, elle a été compliquée parce que j'avais des doutes en moi, et en même temps, encore une fois, c'est des personnes qui m'ont donné confiance, des gens qui m'ont aidé à construire. Parce qu'en fait, comment dire, la personne qui était là avant moi, elle brillait. Tu vois, elle était incroyable dans son rôle, elle faisait. Et donc, tu te mets une barre, tu te dis, en fait, mais je vais pas être à son niveau. Mais en fait, on ne demande pas d'être à son niveau. On te demande de prendre le poste à ta façon. Et en fait, quand j'ai compris ça, et que j'ai été appuyée par des gens du comité de fondation, le directeur de l'école, toutes ces personnes qui m'ont aidée, qui se sont rendus dispo, qui m'ont dit, en fait, si t'as besoin, si t'as un doute, tu prends ton téléphone, tu m'appelles, et qui m'ont aidé à prendre les décisions. Comme je te disais, sur ce qu'il y avait à faire et ce qu'il fallait faire, ça roulait. Mais c'est quand tu te retrouves face à des embûches, des difficultés, des prises de décision qui sont pas forcément faciles à prendre, c'est là où ça bloque un peu plus, et t'as besoin d'avoir un peu du recul, etc. Puis j'ai fait aussi des formations, tu vois, pour m'aider à mieux prendre le poste, ne serait-ce qu'en management, en fait. Il faut aussi avoir un peu d'humilité, se dire que quand tu prends un poste de direction, t'as eu un stagiaire ou autre, t'as quand même encore des choses à apprendre, et ça a été hyper intéressant. Les formations que j'ai pu faire, c'est aussi se remettre en question continuellement. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai plus ce syndrome de l'imposteur, je me sens à ma place. Il y a encore j'ai encore plein de choses à apprendre, il y a encore plein de choses que je réussis pas. Mais globalement, même je pense que les autres, en fait, ils me renvoient une image aussi qui m'aide à me dire que, en fait, non, c'est OK, en fait. Et je dirais même plus loin, c'est que très, très longtemps, parce que la Fondation AgroParisTech, donc on est une fondation d'école dans une école d'ingénieurs du vivant, de l'environnement, enfin qui travaille sur les dynamiques agriculture, santé, environnement, alimentation. On forme des ingénieurs quand même principalement, et on a beaucoup de chercheurs. Donc quand toi, t'as pas eu ce parcours-là, et qu'en plus, t'as pas été forcément sur les enjeux d'agroécologie, tu te dis, je vais être très questionnée. Tu vois, mais en fait, les gens n'ont pas du tout cette attitude, parce que ce qu'ils attendent de moi, c'est de compléter ça. C'est-à-dire qu'on va pas m'attendre de m'expliquer scientifiquement la compostabilité de matériaux, ou de m'expliquer le cycle de la méthanisation agricole. C'est pas ça qu'on attend de moi. En fait, moi, je vais accompagner les projets à éclore sur les aspects transversaux, ressources humaines, gestion de projet, budget, communication, relations publiques. En fait, dans notre socle stratégique, on est vraiment sur épauler et financer ces projets-là. Donc en fait, à la fois, on va chercher des fonds pour ces projets. C'est pas toi qui fais le projet. Exactement. Mais épauler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu vois, c'est vraiment cette notion de venir en appui et d'être en coaching, en aide, en bienveillance. Et c'est aussi pour ça, c'est ça qui en fait un travail fascinant, c'est que je travaille avec des gens extrêmement différents. Mais je travaille avec beaucoup de monde. Tu dois apprendre tellement de choses au quotidien. Je dois apprendre et puis moi, je suis d'une curiosité insatiable. Donc en fait, moi qui suis pas du tout ingénieur agro de formation, mais je m'éclate. Parce qu'en fait, j'apprends des trucs. Et puis moi, en revanche, ce qu'on attend de moi, c'est que sur une thématique très technique, on va pas me demander des détails, mais il faut que je sache l'expliquer de façon générale. Pour les mécènes, pour les gens qui
également ne sont pas techniques. Exactement. Et qui ont besoin de comprendre l'intérêt du projet, pourquoi de travailler sur ces sujets-là, ça va avoir un impact sur l'intérêt général, sur la recherche et l'excellence académique de l'établissement, et plus largement sur les enjeux des sciences du vivant, pourquoi ça va être puissant. Donc, il faut que j'ai un rôle de traductrice, si tu veux. Okay. Donc, il faut quand même avoir, il faut évidemment... avoir pris le temps de comprendre et d'éplucher les dossiers pour avoir un peu de... Exactement, mais c'est aussi, effectivement, les gens avec lesquels je travaille. Parce que je pense que la chance aussi que j'ai avec tous ces responsables de projets, à la fois, donc on travaille avec des chairs, donc c'est des enseignants-chercheurs qui font, ou des maîtres de conf ou autres, mais qui font de la recherche et de l'enseignement sur un sujet donné et qui vont monter un projet de recherche, d'enseignement et de diffusion des savoirs sur une thématique donnée et qui vont aider à faire avancer la recherche, à parler du sujet et à faire avancer la thématique pour nous tous. Et puis, donc, t'as cette population-là, ces enseignants-chercheurs. Puis, de l'autre côté, j'ai les étudiants AgroParisTech. Et donc, avec soit des projets d'engagement citoyen, soit des projets d'entrepreneuriat. Et c'est aussi ces personnes-là, elles sont passionnées par ce qu'elles font. Elles sont engagées dans leurs projets. Donc, ça te nourrit, en fait, au quotidien de ton propre engagement. Et tu dis, en fait, mais j'ai trop envie tellement de les aider. Exactement. Ouais. J'ai tellement envie d'aider. Non, mais bien sûr, mais je vais vous aider, Et c'est ça aussi. Faire ce qu'il faut. Voilà. Je disais encore en réunion d'équipe tout à l'heure, bon, on a trop d'huile on a trop de sujets sur le feu, là. Donc, il faut qu'on accepte, on arrive à savoir dire non. Et il faut qu'on fasse moins de choses. Mais en fait, on passe notre temps à faire plein de trucs différents. Parce qu'on a envie d'aider un projet intel sur tel sujet, qu'il a besoin d'une relecture sur une convention, qu'il a besoin d'aide sur tel document, qu'il a besoin de média training, etc. Et tu vas vraiment mettre, tu vois, de l'eau au moulin pour aider le projet à grandir et à se structurer et à devenir solide. Et en fait, je suis du départ. Donc, j'ai un enseignant qui vient toquer à ma porte et qui me dit j'ai envie de lancer un projet sur, par exemple, les agricultures urbaines. Est-ce qu'en fait, demain, on saura nourrir la ville avec les agricultures urbaines? Oui, non. Et sur cette base-là, on va l'aider à construire un plan, un projet, en fait, sur 5 ans. On se fixe 5 ans, on se dit que 5 ans, c'est la bonne durée. Et on va l'aider à définir un cadre. Quels sont les objectifs? Pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et pour faire ça, quelles activités tu as menées? Comment tu vas l'évaluer et combien il te faut en face? Puis on fait ce cadre et puis après on aide à transformer ce gros tableau Excel en une fiche intelligible et exactement facile. Et même séduisante en fait qui peut attirer des mécènes. Et puis après on fait le travail de tiens, tel mécène dans sa feuille de route, l'agriculture urbaine par exemple l'intéresse, et on essaie de faire le matching et après on travaille et après on va accompagner le projet dans tout ce qui est prospection justement, contractualisation, partenariat, et garantir aussi que tous nos projets sont dans l'intérêt général. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il faut que ça serve le plus grand nombre. On n'est pas là pour piloter la recherche, l'innovation, recherche et développement d'une boîte. On est vraiment là pour mettre à disposition les savoirs. La recherche publique. La rencontre, exactement, la rencontre avec des... Mais on n'est pas sur de l'empire, enfin, tu vois, on n'est pas sur de la recherche empirique, on va vraiment être dans le concret. Et d'ailleurs, on dit à nos mécènes, vous pouvez nous mettre à disposition des données, des terrains d'expérimentation. Comme ça, on va vraiment pouvoir avancer concrètement. On va vous sortir des articles scientifiques, on va faire de la théorie, c'est indispensable dans la recherche, mais nous, on ira plus loin et on va essayer d'aller confronter le terrain et de rendre proposer des solutions concrètes pour développer la méthanisation agricole, pour développer les emballages éco-conçus, pour développer développer les agricultures urbaines, etc., etc. Et tu vois, ça, et c'est tout ce cheminement-là qui est long, il y a un panel de compétences et de savoir-faire et de savoir-être, mais qui fait la richesse du poste pour servir ces projets-là. Tu vois, d'être vraiment au service de ces gens, en fait. Et comment tu gères quand tu fais des erreurs, justement, sur ce niveau de responsabilité-là? Alors, c'est pas... l'humilité, elle est bien loin. Non, je pense pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs jusqu'à présent. Si tu veux, j'ai pas un exemple en tête. Mais je pense que je pense que ça va aussi avec la confiance que tu as en tes compétences dans le fait d'assurer ça. Mais ce que je te dirais en cas d'erreur, c'est que j'ai de la chance, c'est que déjà, j'ai une équipe hyper engagée, hyper impliquée et qui est là. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait une erreur et tout, en fait, on va être toujours dans la solution. Et en fait, on va pas être là à dire t'aurais dû, il y avait qu'à, etc. C'est plutôt ok, ça s'est produit. Comment on le gère? Ouais.
comment on gère, on va devant. Et puis après, trouver que l'erreur, elle puisse se transformer en opportunité. Et après, comme la classique, apprendre de ses erreurs, en fait. La réalité, c'est que toutes les baffes que je me suis prises, au sens figuré, donc, je sais pas, peut-être j'ai pu mal prendre la parole à un événement, parce que peut-être je m'étais mal préparée ou autre, bah, tu dis, OK, donc la prochaine fois, c'est comme ça que je vais devoir le gérer, et ça se reproduira pas, j'aurai pas le même problème, etc. Et je pense aussi que j'ai la chance que j'ai, et c'est la force des structures comme les nôtres, c'est qu'on est des petites structures. Et les personnes qui travaillent, elles forgent les projets et les structures. Et donc, mon président, mon bureau, donc mon trésorier, ma vice-présidente, le conseil d'administration, donc l'équipe, j'en parlais tout à l'heure, toutes ces personnes-là, il y a quand même une bienveillance. Et en tout cas, je pense qu'on a créé un cercle de bienveillance. Et voilà, c'est pas par hasard, je pense que tu m'interviews aussi, c'est qu'il y a de l'enthousiasme aussi dans le projet qu'on porte. Et donc, ça crée un cercle de confiance. Ou si il y a une grosse erreur, en fait, on va pas chercher à qui la faute, on va trouver une solution et on va être dans la solution, parce qu'en fait mon quotidien c'est ça, c'est trouver des solutions. Gérer des problèmes, trouver des solutions. Ouais. Pas que mon quotidien, je fais pas que ça, mais globalement, et c'est réussir à. Et c'est de l'écoute active, hein. C'est tout le temps écouter les gens, comprendre de quoi ils ont besoin. Tu vois, le mécène qui vient te dire moi j'ai envie de faire ça, et le porteur de projet qui dit moi j'ai envie de faire ça, et comment tu les fais se rencontrer, etc. C'est de la dentelle, hein. Moi je dis aussi que ce poste-là c'est faire dans la dentelle. On peut pas envoyer un email à tous nos partenaires en leur disant, si on peut le faire, mais quand même notre métier c'est quand même d'être en contact avec les gens et de faire du suivi, d'être très humain à la fin de la journée, quoi. Et dans les difficultés, je pense aussi, j'en ai pas parlé, mais tout à l'heure quand tu me posais la question, c'est aussi le décalage entre les ambitions qu'on s'est fixées, parce qu'on a de grandes ambitions pour la fondation, parce qu'on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, sur des thématiques comme celle d'AgroParisTech. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, il est là, le monde agricole va mal pour plein de raisons, il y a plein de choses à transformer. Et en même temps, on reste une structure qui est peu dotée. Donc, on va pas on n'a pas l'ambition de transformer le modèle agricole de France, on n'a pas l'ambition d'atténuer le changement climatique. En revanche, on est là pour, comme je disais tout à l'heure, remettre les sciences du vivant dans les projets et accompagner les projets pour qu'on soit, et pas chercher un modèle universel, mais adapter des modèles qui vont pas enrayer le changement climatique, mais travailler une vraie transition agroécologique. Et c'est pas juste, bon, bah, on va mettre des bornes de voitures électriques et des voitures électriques dans tout Paris. C'est très bien, il faut le faire, ok. Mais c'est comment la planification écologique aujourd'hui, elle est vraiment à questionner. Et des outils comme les nôtres sont intéressants parce qu'ils sont ni publics, enfin, ils sont privés. D'ailleurs, des fondations, c'est des organes privés, hein. Et on réunit autour de la table des gens très différents avec des compétences impressionnantes. En fait, vous tissez du lien. Vous tissez du lien et on fait se rencontrer des experts dans un cadre d'intérêt général, et ça, c'est hyper important. Et on va dire aux personnes aussi qui se demandent comment avoir de l'impact, faites-nous un don. Nous, on va aller verser à des projets qui ont de l'impact et on va aider. Nous, on va vous permettre de pouvoir avoir notre impact. Et je pense que la difficulté, elle est là, c'est le point de bascule un peu sur le fameux changement d'échelle. Dans beaucoup d'associations, on dit, voilà, il y a une association qui fonctionne bien et puis elle a envie de grossir, elle essaime. Et en fait, on n'a pas les moyens suffisants pour faire ce qu'on voudrait faire. Là, tu vois, je te parle aujourd'hui, il y a quelques heures, avec l'équipe, on était en train de monter une table et un bureau. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité des petites boîtes. C'est que, en fait, on fait tout. On fait tout dans la fondation. Et quand il y a ce qui permet même personnellement de monter tellement en compétences. Ah bah ça, c'est sûr. C'est sûr, il y a plein de choses à rajouter sur le CV. Ouais. Mais en même temps, parfois... Je sais monter un meuble Ikea. Oui, exactement. Et j'ai appris ça à la Fondation AgroParisTech. Figurez-vous. Exactement. Et en fait, c'est aussi ce décalage qui peut être parfois un peu déroutant pour tout le monde. C'est les grandes ambitions qu'on se fixe, les attentes financières qu'on a, et puis les budgets qui restent, qui sont. Et franchement, ils ont bien évolué et ils sont dans la bonne dynamique. Et en même temps, tu te dis, oh là là, mais il suffirait d'un grand donateur en plus là, et on pourrait faire tellement plus. Parce que tu sais maintenant faire avec très peu. Ouais. Donc tu te dis, si là on me donne tant, je sais que je peux débloquer tous ces projets-là. Et c'est un peu cette dynamique-là qui est difficile, c'est qu'il y a des moments où tu es un peu dans le creux de la vague. Et ça fait partie des difficultés, je pense, du quotidien dans les projets. Et c'est aussi ça qui en fait l'intérêt, je pense. Ouais, t'as une énergie. Pardon, je suis peut-être un peu... Non, qui est hyper communicante et comme tu disais, un enthousiasme et vraiment
Je trouve que tu rayonnes d'une énergie là-dedans. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Tant mieux. Et tu disais que tu te sentais à ta place. Tu t'es toujours sentie à ta place? Enfin, comment on la trouve, tu penses? Comment on le sait? Sincèrement, non, je me suis pas toujours sentie à ma place. Ouais. Et il y a des moments où j'ai vraiment l'impression de faire le grand écart. Tout à l'heure, on parlait sur la vie privée, la vie pro. Encore une fois, hein, de gérer des problèmes très complexes, de simplifier un problème complexe et puis d'arriver chez toi et de devoir gérer les émotions de tes enfants parce que il a eu un smiley qui fait la tête sur son devoir de maths. Tu vois, c'est un peu ce décalage qui me dit en fait, enfin, moi là où je me sens à ma place, c'est que je sais pas s'il y a une place. Tu vois, on se dit bon bah moi je suis là et je suis pas ailleurs. C'est de quand tu vas te coucher le soir, tu râles, enfin moi je râle hein, parce que ça s'est pas passé comme je voulais, que je me suis couchée beaucoup plus tard que prévu, que j'ai pas lu le bouquin que j'avais prévu de lire, que j'ai pas fini de faire mon sac. Mais tu te dis waouh, cette journée a été incroyable et demain, je regarde mon agenda et je me dis et celle de demain elle va être incroyable. Et là tu te dis OK, je suis à ma place. Parce que je suis toujours enthousiaste. Parce que j'ai cet enthousiasme, j'ai certainement cette énergie, bah tant mieux si elle est vraiment. communicative, tant mieux. Sincèrement. J'essaie, je pense que ça fait aussi partie du job, mais ça fait aussi partie de moi. Et c'est aussi ça qui fait que oui, c'est pas toujours facile, oui, on est très fatigué. Et en même temps, voilà, le cerveau, il est plastique et tous les jours, moi, j'apprends. Enfin, c'est une chance inouïe. Je suis confrontée je suis avec des personnes qui m'aident à réfléchir, qui me font découvrir des nouvelles choses, de tous ordres, enfin, des femmes, des hommes, des jeunes, des plus âgés, comme je te disais, des enseignants, des personnes qui bossent dans des grosses boîtes, d'autres dans des startups. Et ça, c'est quand même Finalement, impressionnant en fait, ce d'être qui au te nourrit carrefour. dans ton quotidien, c'est ton boulot. Oui, c'est d'être à la rencontre de toutes ces personnes-là, en fait. Je pense que c'est vraiment d'avoir cette chance de déjà, moi, j'aime pas la routine. Alors, les rituels, c'est important et voilà, en tant que maman, t'es obligée d'en respecter. Mais tu vois, je suis le genre de personne, quand je prends les transports, j'aime bien changer d'itinéraire, tu vois. Et donc, dans mon travail, c'est bien parce que c'est pareil, j'ai pas de routine. J'ai très peu de routine. Parfois, ça peut être un peu déstabilisant et c'est une question que je pose à personnes qui viennent bosser avec moi, c'est est-ce que t'es OK pour que là, t'as prévu un plan aujourd'hui, mais on va t'appeler et on va te demander, on va te dire qu'il y a une urgence et qu'en fait, il faut gérer tel sujet. Et puis, en fait, la journée, elle fait que 24 heures. Comment tu gères? Et t'as des personnes que ça peut vraiment déstabiliser. Et il y a des moments où ça peut être plus dur parce que t'es fatigué, parce que t'es pas de bonne humeur, parce que t'as eu des mauvaises nouvelles. Mais est-ce que ça va te nourrir ou pas? Est-ce que quand tu vas te coucher le soir, tu vas te dire, OK, le goût du travail bien fait. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas être motivé pour y aller. Et ça, pour moi, ça me fait me sentir à ma place. Après, je te dis ça aujourd'hui, à l'instant T. Oui, peut-être que demain, voilà, la vie fait que si je reviens il y a 10 ans, est-ce que je me serais vue sur un poste comme celui-ci? Peut-être que j'en rêvais, peut-être que je me le serais pas autorisé. Je sais pas, mais c'est... Tout ça, en fait, c'est un peu de la gestion du stress à la fin, non? Ouais, c'est... Comment tu le gères? T'as des conseils sur comment tu fais au quotidien dans ta vie qui est bien Déjà, dynamique? j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Je me dis que globalement, tout trouve une solution et que je suis pas chirurgienne, j'ai pas la vie de quelqu'un entre mes mains. Chaque fois, je me rappelle ça. Je garde aussi de l'humilité. OK, j'ai un poste de direction. OK, je gère des financements. Je gère et je cherche des financements. J'accompagne des projets auxquels je crois et qui sont indispensables pour notre avenir. Et en même temps, on se remet aussi à son échelle. Comme je te disais, j'ai pas la vie d'être humain. Enfin, sincèrement, les gens qui bossent en crèche, les enseignants qui s'occupent des petits, les chirurgiens, les médecins, ils ont plus de responsabilités que moi, hein, tu vois. C'est peut-être qu'on en parle moins, mais voilà. Donc, je me resitue aussi dans cette réalité, voilà. Et après, comme je te disais, le fait d'avoir cette vie de famille qui fait que le soir, je coupe. Bah, en fait, T'es rentrée dans quelque chose j'atterris. de beaucoup plus simple et beaucoup Oui, plus... sincèrement, quand j'étais pas maman, je pouvais peut-être parfois bosser presque autant et rester super tard dans les locaux et on venait parce que je voulais finir un dossier. Là, je peux pas faire ça. Je dois rentrer chez moi, je dois m'occuper de mes enfants. Donc, je m'occupe de mes enfants, je reprends une respiration.
Bien sûr qu'on réouvre l'ordinateur, mais on a eu ce temps quand même où on s'est nourri aussi de l'amour. Puis là, mes enfants, ils sont petits, donc il y a encore vraiment cet attachement très, très fort aux parents et on est dans la naïveté, la découverte et les pourquoi ci, pourquoi ça, donc c'est très fatigant aussi. Mais t'es dans une espèce, ça t'ancre ce que t'as dit tout à l'heure, hein, ça t'ancre dans une réalité qui fait que le stress, tu le gères bien. Et en fait, t'es tellement fatigué de ces journées-là que tu dors bien. Le stress, on verra plus tard. Ouais. Mais la charge mentale que ça doit être au quotidien. Non, et puis mon petit, oui, après mon petit bonbon sucré à moi, c'est le basket. Tu sais, je fais du sport. C'est ta soupape. Et je me l'autorise. Pareil, il y a des gens qui me disent mais t'es complètement taré, tu bosses machin, t'as tes petits et tout, et en plus tu vas à l'entraînement. Mais en fait, c'est pas en plus. Ouais, c'est indispensable. Et quand j'y suis, c'est mon moment rien qu'à moi. Exactement. Je suis avec mes copines. Je suis une joueuse comme les autres. Je suis capitaine, mais je suis une joueuse comme les autres. Je suis pas maman. Je suis pas directrice. Je suis pas manager. Je suis juste Margot. Et je m'éclate sur un terrain de basket. Et j'ai envie d'aller faire mon match, etc. Et voilà. Et bien sûr, il y a de la compète, il y a du challenge et tout. Mais je suis tout sauf ça. Et d'ailleurs, quand on discute, parce que c'est vraiment bon enfant, donc moi j'ai 33 ans, mais j'ai des jeunes qui ont 20 ans et j'en ai qui ont 45. C'est tout âge confondu. Quand ça commence à parler de boulot, je change de groupe de discussion. En fait, quand les gens me disent, mais alors, toi, là, on a une nouvelle équipe, donc on te demande de parler de toi, oui, bah, je fais ça. Et puis, souvent, je cache un peu que j'ai un poste de direction, que j'ai des enfants, parce que les gens, ils hallucinent. En fait, ils imaginent pas que sur le terrain, après, je rentre, je viens de coucher mes enfants, et puis demain, je me lève à 6h parce que j'ai une réunion à Paris. Et en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai juste envie d'être moi, cette personne-là, tu vois. Et les gens, ils hallucinent. Et c'est ça qui est aussi génial. C'est aussi de travailler avec des gens très différents. J'ai une fille qui est agent immobilier, l'autre qui fait médecine, l'autre une qui, je sais pas, qui est au chômage, l'autre qui est en études. J'ai des gens très différents autour de moi. J'ai une ingénieure et tout. Et je trouve que c'est aussi passionnant, mais on parle pas de boulot sur les terrains. Et ça fait du bien. C'est une bonne fatigue, tu vois. Oui. Après, le soir... Je dors bien, ouais. Ouais, j'ai pas trop de problèmes d'insomnie. Si j'ai des problèmes d'insomnie, c'est vraiment que je prépare un conseil d'administration. Un énorme dossier qui, là, par contre, c'est trop difficile à lâcher. Ouais, exactement. Ouais. Et quand tu regardes un peu demain, l'avenir, t'as des projets qui se profilent? Alors, on a eu une année très sport avec mon mari, parce qu'il est retourné en formation, lui, aussi. Okay. On s'est dit, tant qu'à rajouter un peu de défis au quotidien, finalement, allons-y gaiement. Hein. Franchement, on n'est pas assez... voilà. Donc, l'année d'avant, c'était mon année. Cette année, c'était la sienne. Donc, on a eu une année très sport. Donc, cette année, déjà, c'est avoir ralentir sur le plan de l'organisation, trouver un bon équilibre. Donc ça, c'est le premier projet à l'instant T. Et puis après, c'est me projeter. C'est-à-dire que moi, j'aimerais vraiment réussir dans cette fondation, à relever le défi d'augmenter la collecte. Je me vois bien encore à la fondation quelques années. Tu vois, j'aimerais bien... continuer de porter ce que tu... Oui, j'aurais du mal à lâcher. Et en même temps, il faut qu'on arrive, enfin, j'en ai pas parlé, mais voilà, l'objectif, c'est d'augmenter la collecte parce qu'on veut financer plus de projets, on veut aller plus loin dans ce qu'on fait. Et donc, il faut qu'on y arrive. Et pour ça, on met les bouchées doubles avec une équipe renforcée, etc. Une nouvelle dynamique, un nouveau CA, une nouvelle stratégie, un nouveau socle stratégique. Et donc, je me vois bien encore à essayer d'atteindre cet objectif-là, tu vois. Ça serait important pour moi. Ça serait dur de partir, entre guillemets, sur un échec. Mais moi, j'aimerais bien... on aimerait bien avec mon mari, pourquoi pas, aller voir du pays, parce que nos enfants sont petits. Ouais. Et c'est aussi le bon âge pour imaginer des projets. Après, je te dis ça, tu sais, c'est les projets. C'est les projets qu'on se fait sur Camp la Lune. Et exactement, on s'en met, mais ça nous anime parce qu'en fait, ça donne de l'énergie. Ça donne un peu un nouveau... Voilà, je te dis, il y a eu mon poste, il y a eu nos bébés, le mariage, mon poste, la formation de mon mari, tout ça, son nouveau poste. Tout ça, ça a été plein de projets sur un délai très... Là, on a envie de voir un peu plus loin. On se dit, tiens, on irait bien voir à l'international... Et voilà, ouvrir aussi nos enfants à une autre dynamique. Mais bon, ça, c'est des projets comme ça. Oui, voilà. C'est des choses auxquelles on rêve le soir sous la couette. Voilà, exactement. Quand on a le temps, si on a le temps de réfléchir avant de s'endormir trop vite. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment réussir à... Enfin, j'ai un job... je vais pas te dire que j'ai un job de rêve, mais presque. Ce serait quoi ton dream job, alors ? Franchement, on n'est pas très loin de la réalité. Après, t'es dans l'économie sociale et solidaire, donc...
t'as pas les conditions de travail d'une entreprise, d'une grande entreprise avec beaucoup de moyens. C'est la réalité. Hein. Moi, je sais que oui, j'ai un poste de dirigeante, etc. Mais j'ai pas forcément les conditions financières, que ce soit moi perso, mais l'équipe, le projet, etc. Donc ça, c'est une réalité. Mais en fait, le quotidien, il m'anime tellement, il est tellement challengeant que je peux te dire qu'aujourd'hui, mon dream job, il est là, en fait. Sincèrement, je vais pas te dire que j'ai tout ce que je veux, c'est pas vrai. En revanche, mon quotidien, il est tellement nourri que parfois, tu te poses la question de où est-ce que je pourrais atterrir, où est-ce que je serais mieux, est-ce que je serais mieux ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire ailleurs. J'ai trop de mal. Et c'est rigolo parce que quand t'entends les nouvelles générations sur c'est dur de rester 6 ans dans une boîte, en fait. 1 an, c'est bon, on a fait le tour. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que ça fait 6 ans que je suis là et j'ai fait 3 postes différents. Et en même temps, cette fidélité que j'ai, elle me nourrit aussi parce que je connais tous les rouages, donc ça me sert dans mon quotidien et ça m'aide à rebondir. Et c'est aussi d'avoir cette humilité de se dire, OK, je connais pas tout, faut que je continue à apprendre. Et ça, enfin, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais ça crée aussi un environnement hyper favorable où t'es quand même, je vais pas te dire que c'est la famille, c'est pas vrai, mais t'es quand même dans un... Tu te sens un peu chez toi. Je me sens un peu chez moi. Et en même temps, pas chez moi, parce que tu vois, je sais que je dénote avec tout ce qu'il y a autour, mais en fait, ça m'amuse. Comme quelque part dans tout ton parcours, depuis tes études. Moi, toujours. C'est vrai. J'ai toujours été un peu à part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent à part. Après, ça n'a jamais été un mal-être pour moi. Mais je pense que dans plein de cercles différents, c'est un peu atypique comme parcours. Pas à part, atypique, tu vois, dans le positionnement. Et en fait, je pense que ça peut parfois être un peu perturbant et en même temps, c'est même pas un rôle à jouer. Après, tu t'en tires aussi tu tires les fils et en fait, ça t'amuse, quoi. Quand, tu vois, je me souviens quand j'y arrivais, que j'étais toute jeune, vraiment, j'avais 20 ans. Les gars en gagne, ils m'ont vu débarquer. Ils m'ont dit, mais vous êtes stagiaire? J'étais stagiaire, hein. Je suis chargée de projet à la fondation. C'est hyper sûre de moi, alors que... Parce que, en fait, voilà, je mets mon costume, c'est bon, on y va, là. J'ai pas envie de te dire que je suis stagiaire. Que je sois stagiaire ou chargée de projet ou DG, mon taf, je vais le faire à fond et je vais aller au bout du truc. Donc, en fait, t'inquiète, je gère, tu vois. Et en fait, les gens, ils sont déroutés et... OK, bon, on y va, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, en fait. Ton assurance, finalement, est communicative. Ouais, c'est OK. Après, tu sais, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Je te dis pas que je suis badass et que je défonce tout, hein. Je dis simplement que, voilà, je crois en ce que je fais, que je peux faire des erreurs, mais j'essaie de faire les choses de façon rigoureuse et carrée, juste et dans la bonne humeur. Et que, donc, ça permet d'aller assez loin dans ce qu'on réussit. Après, bien sûr qu'il y a des échecs, bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et c'est comment t'arrives à... Je pense que c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est comment t'arrives à retrouver toujours cette énergie et ce renouveau dans tout ce que tu fais pour garder le rythme. Et ce jour-là, le jour où je vais m'endormir le soir, où je vais me réveiller le matin, où j'aurai plus d'énergie, ça sera que j'aurai fait mon temps, tu vois. Je pense. OK. Et tu te considères comme quelqu'un d'enthousiaste dans tout ça? Je pense que t'es pas la première personne à me dire que c'est communicatif, etc., d'échanger avec moi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez authentique. Donc en fait, quand je vais discuter avec toi, je crois vraiment en ce que je fais, en ce que je dis, en ce que je te raconte. Et en même temps, je suis tout à fait capable d'écouter tout ce que tu vas me dire. Et donc, je sais pas si c'est... Ouais, tu disais que c'est communicatif, je sais pas, mais en tout cas, moi, je me sens enthousiaste et c'est vraiment c'est motivant, en fait. C'est dans l'énergie, en fait, l'enthousiasme, tu vois. Et dans l'optimisme. Après, il y a, comme tout le monde, j'ai des coups de mou, voilà, hein, mais je pense qu'être dans cette dynamique-là, ça peut aider. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai des moments où je peux être extrêmement pessimiste dans ma vie perso, hein, tu vois, et je sens, hein, quand j'ai pas mangé ou pas assez dormi, je suis beaucoup moins enthousiaste. Il y a un seuil. Il y a un seuil critique à ne pas dépasser. Mais après, voilà, c'est en faisant qu'on le détermine, hein, et après, ça te permet de savoir... Exactement. Et je pense qu'en fait, je crois vraiment sincèrement en ce que je fais, donc c'est facile. Tu me demanderais là de faire mon job et de vendre quelque chose auquel je crois pas, ça serait très très difficile pour moi. D'être dans un modèle marchand classique. Et parfois, je me dis, mais en fait, une fois que j'ai fait ça, je vais faire quoi?
parce que je vais pas réussir à sortir de ce monde-là, de l'économie sociale et solidaire, du mécénat, etc. Ce que je, entre guillemets, vends, c'est tellement impactant, c'est tellement important, ça a tellement de sens que je vais pas réussir à... Tu me demandes demain d'aller bosser pour un opérateur de téléphonie, mais tu m'offres le triple de mon salaire et des vacances au bout du monde, je le fais pas. J'y arrive. En fait, c'est même pas que je veux. D'abord, je voudrais pas, mais j'y arriverai pas. Ça te ferait pas nulle. vibrer. Je serais nulle. Là, je pense que je suis bonne parce que je crois à mon projet. Ouais, et donc, ça te fait vibrer, il t'anime. Ça me fait vibrer, ça m'anime. Et je pense que c'est ça le plus important pour être à sa place, c'est de croire en ce qu'on raconte. Et c'est ok de pas tout maîtriser, et c'est ok de pas être de pas tout savoir, mais il faut avoir une ligne de conduite et s'y tenir, quoi, sur ce que tu veux faire. Et c'est pareil, si dans l'évolution stratégique la fondation elle avait complètement changé de bord, tu vois, pour telle ou telle raison, je m'y serais peut-être pas retrouvée. Et il y a eu une expérience professionnelle dans laquelle ça s'est passé, c'est-à-dire que... Oui, quand ton association là dont tu parlais. Il y a eu un changement de direction, donc il y a eu un changement de vision. Eh bien, j'étais enceinte, hein. Je démissionne enceinte, hein, quand même. Hein. Bon, voilà. Bon, il faut savoir que quand t'es enceinte, t'as pas d'obligation de préavis, pour information. Ah ouais. Personne ne le savait, ça. Moi non plus. Bon, j'ai quand même fait un préavis. Mais... non, en fait, je peux pas. Et ça m'a. Faut du sens, en fait, dans ton quotidien. C'est quelque chose qui est important. Exactement. Et qui te permet d'avancer. Et la difficulté, c'est ok, mais mais il faut qu'elle ait un but. C'est pas possible. Et tu vois, dans cette expérience-là, moi, j'ai vu des collègues souffrir de leur vie pro parce qu'il y avait eu un changement d'équipe, de direction et tout. Et je les ai vus aller mal, tu vois. Et être là et être impliqué parce que t'es dans l'économie sociale et solidaire, que tu crois au projet, mais que ça se passe plus comme tu veux. Et ils souffrent. Moi, je suis partie avant de souffrir. En fait, si je suis plus alignée, eh ben, Salut. Ouais. C'est ciao. Ouais, parce qu'en fait, ça va pas le faire. Parce que je connais mes limites et je sais que j'ai pas envie de tomber là-dedans, tu vois. Oui, et c'est important d'être capable de les respecter. Ça, oui, c'est ça. C'est clair. Exactement. Est-ce que tu aurais une référence à nous partager? Que ce soit un livre, un film, un documentaire, quelque chose qui t'a nourri dans cette énergie qui, franchement, je suis certaine qu'elle sera communicative aux gens qui t'écouteront. Enfin, qui nous écouteront d'ailleurs. Alors moi, j'ai deux ouvrages qui m'ont particulièrement marqué, si je veux un petit peu sortir du sujet de mon travail, mais plus qui me nourrissent au quotidien. Ça a été La bonté humaine de Jacques Leconte, je crois, ouais, c'est ça. Et l'autre bouquin d'une... faudrait que je retrouve le nom. Je crois que je l'ai. Il me semble que j'étais tombée dessus. Oui, Pour une enfance heureuse du docteur Catherine Guéguin. Exactement. Et c'était bien Jacques Leconte. Voilà. Donc il y a deux ouvrages qui m'ont particulièrement marqué et qui me guident encore au quotidien. C'est Jacques Leconte, La bonté humaine, et Pour une enfance heureuse du docteur Guégan. Et en fait, ces deux ouvrages-là, il y en a un. Donc c'est un sociologue, philosophe, essayiste. Enfin, désolée, je sais plus exactement, mais je l'ai lu il y a plus de 10 ans, mais il m'a marqué. C'est quand on te dit que l'humain, il est prédisposé à être bon. En fait, l'humain, il est prédisposé pour être socialement avec les autres et bon envers l'autre. Et ce qui va déterminer... Donc en fait, quand on dit par exemple des enfants battus, ils vont battre à leur tour, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, l'humain, c'est l'animal le plus résilient. Et en fait, je m'en doutais, mais quand je recommande ce bouquin parce qu'il t'explique toutes ces, notamment le cannibalisme, tout ça, comment quand en l'occurrence il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ça, beaucoup plus la psychologie, la nature humaine. Ouais, la nature et qu'en fait l'homme il est prédisposé à être bon, et qu'en fait ce qui va faire qu'il y a des... Alors bien sûr, je mets de côté les psychopathes, les sociopathes, tout ce que tu veux, il y a toujours une part de la population où il y a un truc qui est mal câblé, mais que globalement on est tous prédisposés à être bons, et c'est dans quel environnement on va grandir, quelles sont les rencontres, le cadre de sécurité, finalement, comment on va s'épanouir, qui va faire que on va être foncièrement bon à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc ça m'a pas réconciliée parce que j'étais pas en guerre ou en opposition, mais ça m'a confortée dans le souhait de vouloir faire pour l'autre et d'être dans ce projet de société. C'est pour ça que je te dis que je pourrais pas vendre du lucratif. Moi, je vais être dans un projet qui sert le plus grand nombre. Donc ça, c'est un des premiers ouvrages qui m'a marqué. Et l'autre, c'est cet ouvrage sur Pour une enfance heureuse, que j'ai lu, je sais même plus pourquoi. C'est parfois des opportunités. J'étais pas maman à l'époque, hein, donc c'est vraiment une opportunité de lecture ou autre. Et en fait, qui te dit l'importance des mots.
que tu utilises. Et donc, en l'occurrence, là, c'était pour le cerveau de... Donc, tu vois, il y a quand même des sciences humaines dans mon intérêt fort sur la science de la vie, tu vois, malgré tout. Tu vois, je te le dis, là, c'est rigolo. C'est qu'on te dit, voilà, notamment que le cerveau de l'enfant, il est immature au moins jusqu'à 7 ans. Donc, en fait, les enfants qui font des crises, soit de joie ou de colère, c'est pas qu'ils t'embêtent ou qu'ils te font des caprices, c'est que leur cerveau, il est immature et il n'est pas encore fait pour gérer les émotions. Tu en parlais tout à l'heure du stress. On les a pas paramétrés pour ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que le bébé, il vit 9 mois dans le ventre de sa maman et que la tête, elle est pas finie. Parce que en fait, le cerveau humain est tellement gros, mais il n'a pas fini de grossir, en fait. Il faut qu'il passe, en fait, il faut qu'il sorte. Et donc, le cerveau humain, il est immature. Quand un bébé naît, le cerveau humain est immature et il continue de grossir et de se développer. D'ailleurs, tout au long de la vie, le cerveau, il est plastique. Si tu continues à lire des livres jusqu'à 100 ans, tu vas continuer à t'instruire. C'est pas vrai de dire qu'une fois que tu as des idées, ça, c'est pas vrai. J'ai fait de la programmation neurolinguistique. Plus tu te nourris, plus ton cerveau, il est plastique, plus tu apprends, plus tu t'épanouis. Et là-dedans, tu vois, ça m'a fait prendre conscience que il y a plein de choses que ton enfance, pour plein de raisons qui ont marqué ton enfance, on t'a mis dans des cases, elle était comme ci ou elle était comme ça. Il y a des choses qui vont déterminer ce que t'es aujourd'hui. Mais en fait, si t'as envie de le changer, c'est OK. Si toute ta vie, on t'a dit que t'étais hyper dynamique, à faire plein de choses en même temps et tout, si demain, t'as envie de ralentir et de faire moins de choses, t'as le droit, en fait. C'est pas parce qu'on te l'a dit qu'il faut le croire. Et c'est l'importance des mots là, en l'occurrence, c'était sur l'évolution des enfants, des bébés. Et donc, toute la sécurité qu'on va mettre, c'est je suis fière de toi, mais c'est aussi sois fière de toi. Tu vois, c'est aussi le truc de l'amour de soi, l'estime de soi et tout. Et c'est l'importance des mots dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Et ça vaut dans tout. Dans mon rôle de mère, donc comment je fais attention à pas dire à mes enfants quand ils font une bêtise, mais c'est bête ce que t'as fait. En fait, ou tu vois, je vais pas leur dire t'es bête, mais c'est bête, c'est une bêtise. Tu sous-entends que ce qui est fait, ça n'a pas été réfléchi et donc t'es bête, tu vois. Toujours éviter la négation, tous ces trucs-là, c'est des détails, mais que après tu réutilises dans ton cercle proche, dans tes relations interpersonnelles avec ton mari, ta mère, ton père, etc. C'est comment tu travailles sur la puissance des mots qui peuvent blesser, mais aussi qui peuvent rassurer l'autre. Et après, dans la vie pro, c'est pareil. Tu vas faire très attention. Et en fait, ça m'a nourri aussi de l'impact des mots. Ça t'a permis de réaliser, en fait. Ouais, exactement. Ça t'a permis de réaliser ça pour pouvoir l'appliquer. Ouais. Et de me dire, en fait, celui qui est en face de toi, qui peut être super agressif, super méchant, super condescendant, en fait, il est peut-être juste malheureux. Ouais, c'est pas personnel. Ouais, c'est pas perso, et il a peut-être juste une enfance merdique, et on lui a peut-être dit toute sa vie qu'il était nul et bon à rien. Et en fait, peut-être maintenant, il dit aux autres ça parce qu'il a une blessure, tu vois. Et ça m'a énormément ouvert les yeux sur les relations humaines, et ça, dans mon travail, enfin, tu l'as dit, hein, je fais des relations, je crée du lien. Et c'est des relations, c'est aussi de la traduction. Et c'est comment aussi, tu rentres dans la pièce, on échange, et j'arrive en quelques minutes à cerner qui tu es, est-ce que tu es à l'aise, pas à l'aise, et comment je peux te mettre à l'aise, comment je peux te donner confiance en ce que je vais te raconter, parce que quand tu échanges avec des gens, il faut qu'ils aient confiance en toi, mais il faut qu'ils se sentent à l'aise. Et il y a plein de gens qu'on rencontre sur des projets, ils commencent la discussion en croisant les bras, hein. Quand tu parles d'argent, c'est compliqué, hein. Les gens, ils trouvent toujours que ton projet, il est génial. Et puis, quand tu leur dis que ça serait super qu'ils fassent un don, ils commencent à croiser les bras. Et puis, quand tu leur dis que grâce au levier fiscal, tu payes 100 €, mais en fait, c'est défiscalisé à 66, donc ça coûte que 34 € après défiscalisation. Il faut trouver des clés pour essayer de rentrer en discussion avec les gens. Et ces 2 ouvrages-là, ils m'ont aidé à mieux comprendre l'autre et de me mettre dans cette démarche-là, tu vois. Je pense. Donc voilà. Après, j'ai lu plein d'autres bouquins qui m'ont passionnée. Mais ceux-là, ils m'ont marqué. Ils m'ont marqué parce que je trouve qu'ils pourraient me servir dans n'importe quel poste, dans n'importe quelle dimension de ma vie. Oui, c'est ça. Dans tous les aspects, c'est pas une question de job, c'est une question tu vois, de relations interpersonnelles. Et comme tu disais, exactement. Et en fait, la vie dans des métiers comme les nôtres, c'est l'autre. Et quand tu dis à un enfant, ne fais pas de cauchemars, si tu lui dis ça, tu peux être sûr qu'il va faire des cauchemars. Il faut lui dire, fais de beaux rêves. Tu vois, c'est le basico-basique. Mais en fait, dans ta vie, c'est comme ça. C'est éviter la négation, éviter trouver des solutions et tout. Et en fait, quand tu crées ce cercle d'enthousiasme, de positif et tout,
et ben, c'est plus léger, quoi. Et puis ça rayonne dans ton quotidien, ça rayonne Oui, et dans puis ta ça manière de crée voir les choses, et ça pense, crée une dynamique. je pense, ça crée une dynamique. Ouais. Et ça m'a aussi été permis par ces références-là, je pense, qui m'ont beaucoup aidée sur la force, le poids et la force des mots et la nature profonde de l'humain, quoi. Très, très génial. Écoute, on dirait ça. Très bonne référence, très bon conseil. Est-ce que tu aurais des liens vers lesquels rediriger les auditeurs pour un peu suivre, te suivre toi ou suivre en fait Ce qu'on fait au ce que tu quotidien. fais. Alors, moi, je suis disponible sur LinkedIn et je serais ravie d'échanger avec Ok, tes trop auditeurs. chouette. Margot Morin-Diacabi, voilà, je suis sur LinkedIn. Et après, concernant la fondation, on a un site internet et on a des réseaux sociaux. Ok. Fondation Agro Paris, comme la ville Tech, TECH. Et on peut nous suivre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et voilà, on essaye de faire connaître ce qu'on fait au quotidien parce que on est vraiment au cœur de. On veut pas être juste. On veut réconcilier ou concilier la recherche, l'enseignement avec le plus grand nombre. Et l'idée, c'est on ait un outil de plus pour permettre aux sciences du vivant d'être au fondement des transitions. Et les transitions, elles sont à plein de niveaux, mais il faut qu'on y aille. Et la Fondation est un outil pour y arriver. Ouais. Mais écoute, comme ça, tout le monde pourra éplucher parce que vous êtes partout, donc ça c'est trop pratique. On essaie. Bah ouais. Je vais t'offrir maintenant les mots de la fin. Enfin, tu vas nous les offrir du coup. Quel conseil, tu vois, en une idée, en un mot, qu'est-ce que tu pourrais dire à, par exemple, un jeune ou un moins jeune, mais voilà, quelqu'un qui est un peu intimidé, tu vois, comme on parlait de ce grand point d'interrogation et ces grandes montagnes, pour catalyser son audace et l'aider en fait à oser essayer. Ou qu'est-ce que tu te dirais à toi, tu vois, Ouais, si je me revois. à ces moments un peu charnières? En fait, je pense que l'envie, ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Et en fait, il faut y aller. Il faut foncer. Je dis pas qu'il faut pas se poser de questions. Il faut se questionner, il faut réfléchir, il faut écrire. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et en fait, c'est OK si c'est pas parfait. C'est OK si ça se passe pas comme prévu. Parce que tout ce que tu vas vivre, ça va te servir à un moment donné. Et les expériences déstabilisantes que tu vas vivre, en tout cas moi, celle que j'ai vécue, je l'ai pas fait 2 fois la même erreur. Et la fois d'après, j'ai été que meilleure. Donc je dirais qu'il faut, c'est un peu ton mantra, hein, c'est qu'il faut oser. Et aussi, il faut pas hésiter à s'entourer aussi. Quand on a des personnes qui nous marquent dans notre vie perso et notre vie pro, il faut garder ce lien avec ces gens-là parce que généralement, c'est des moments dans la vie, c'est des synchronicités qui font qu'il faut pas louper c'est des opportunités, mais c'est même plus que ça. C'est pas juste de l'opportunisme, si tu veux. C'est aussi parfois un chemin qui paraît tracé et puis avec une rencontre, ça va un peu dévier, mais en fait cette personne, tu sens qu'elle va t'apporter. J'ai pas du tout mentionné, mais on n'aura pas le temps, mais la notion d'intuition aussi. C'est aussi, il faut s'écouter, mais donc c'est très bien d'avoir des grands cadres, des compétences, des idées, etc. Mais il y a aussi une part de feeling, tu vois, au sens propre, de tu sais pas pourquoi cette personne-là, tu la sens bien, ou à l'inverse, il y a un truc qui te dérange, il faut énormément s'écouter. Et on a oublié l'intuition, et ça se travaille énormément. Et moi, je crois beaucoup à l'intuition dans mon quotidien. Et d'ailleurs, ça fait toujours sourire mes collègues, c'est que souvent dans des réunions, parfois, je vais discerner des choses chez des gens et oui, pas du tout. Et puis quelques semaines après, malheureusement ou heureusement, j'avais raison. Ah, mais comment t'as fait? Mais en fait, je sais pas te dire. Il y a une espèce de feeling. C'est d'observation. Et il faut réussir à. à les détails, tu vois. Donc c'est aussi s'écouter et écouter. Voilà, je pense aussi ça c'est important. Y aller, s'écouter, écouter. Les mots de la fin. Merci Margot. Non, mais bien résumé, très très bien résumé. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré discuter avec toi, prendre le temps de. J'espère que ça intéressera tes auditeurs. Merci beaucoup pour tes questions pertinentes, j'en doutais pas. Je te remercie. C'est pas un exercice facile et j'espère que j'ai relevé le défi. Moi, j'en suis convaincue. Romain? Ouais. Voilà. Merci à toi. Romain. Merci à vous.